Le SMS est arrivé alors que j'avais les bras plongés jusqu'au coude dans le moteur de ma Mustang de 97, essayant de convaincre l'alternateur de coopérer. Pour un mois de plus. De la graisse sous les ongles, de la sueur coulant sur les bornes de la batterie, je vivais le rêve du type de 38 ans de l'assistance informatique qui n'avait pas les moyens de se payer un bon mécanicien. Mon téléphone a vibré contre le sol en béton de notre garage. J'ai failli l'ignorer. C'était probablement un énième rappel automatique pour le cours de yoga de Jenna, ou une urgence professionnelle qui pouvait très bien attendre. Lundi. Mais quelque chose m'a poussé à m'essuyer les mains sur un vieux chiffon. Et à regarder l'écran. Maya Mercé, la femme de Théo. Le message ne contenait qu'une seule photo. Pas de légende, pas d'explication. Juste une image qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre, mon estomac tombant sur le sol. Taché d'huile. Un soutien-gorge en dentelle rouge, de créateur, cher. Le genre que Jenna achetait quand elle se sentait coupable de travailler tard une fois de plus. Il gisait, froissé, sur un parquet en bois massif, à côté d'un lit que je ne reconnaissais pas. En arrière-plan, des baies vitrées allant du sol au plafond laissaient entrevoir la ligne d'horizon des Edgewater, et sur le mur était accroché un maillot dédicacé des Red Sox, dans un cadre que j'avais moi-même aidé à fixer 3 ans plus tôt. La chambre de Théo. Le soutien-gorge de ma femme. Sur le sol de mon meilleur ami. J'ai fixé le téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis je l'ai rallumé. L'image n'avait pas changé. C'était sans aucun doute le soutien-gorge de Jenna. Je l'avais regardé le déballer à Noël dernier, je l'avais regardé l'essayer avec ce sourire timide qu'elle réservait à la nouvelle lingerie. Ce même sourire qu'elle ne m'avait pas montré depuis des mois. Eh bien, ai-je dit dans le garage vide, ma voix résonnant contre les murs de béton. Ça explique les heures supplémentaires. La partie rationnelle de mon cerveau, celle qui dépanne les problèmes de réseau et corrige des lignes de code pour gagner sa vie, a commencé à traiter les données. Jenna travaillait tard de plus en plus souvent. Un nouveau parfum, un abonnement à la salle de sport qu'elle n'utilisait jamais mais qu'elle payait religieusement. Des frais de carte de crédit dans des restaurants où je n'étais jamais allé, toujours pendant les heures de déjeuner où elle prétendait être en réunion. Mon téléphone a de nouveau vibré. Maya, il faut qu'on parle. J'ai regardé le capot ouvert de la Mustang, les outils éparpillés sur mon établi, la vie que j'avais bâtie dans cette modeste maison de la rue Elm. Tout était normal, tout était prévisible, et tout était apparemment bâti sur des mensonges. Moi, ouais. Je crois que oui. La réponse est arrivée immédiatement. Maya, Riverside Park, dans 1 heure. Viens seul. J'ai fermé le capot de ma voiture, rassemblé mes outils, et j'ai essayé de calculer depuis combien de temps j'étais la seule personne à ne pas être au courant pour mon propre mariage. Riverside Park se trouvait sur les rives de la rivière Edgewater, là où l'ancien quartier industriel rencontrait les luxueux appartements rénovés du front de mer. Maya attendait sur un banc face à l'eau. Ses lunettes de soleil de créateur masquaient son expression malgré le ciel couvert. Elle était comme à son habitude, tirée à 4 épingles, le genre de femme qui donnait l'impression aux autres épouses d'être mal habillées lors des barbecues de quartier. De clan. Elle ne m'a pas regardé quand je me suis assis. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Difficile d'ignorer une photo comme celle-là. J'ai gardé une voix neutre, professionnelle, le même ton que j'utilisais pour expliquer aux clients pourquoi leur serveur avait planté. Depuis combien de temps es-tu au courant? 3 mois. Peut-être plus. Elle s'est enfin tournée vers moi, et j'ai aperçu mon reflet dans ses lunettes de soleil. J'avais l'air fatigué, plus vieux que mes 38 ans. J'ai engagé un détective privé quand Théo a commencé à travailler tard tous les soirs. Imagine ma surprise quand les photos de surveillance ont inclus ta femme.
Un jogger est passé devant nous, des écouteurs dans les oreilles, totalement inconscient de la conversation qui était en train de remodeler de mariage. Maya a attendu qu'il disparaisse au détour du chemin. 14 fois, a-t-elle repris. C'est le nombre de fois où Jenna est venue à notre appartement ces 3 derniers mois. Toujours pendant les heures de bureau. Toujours quand j'étais à mon club de lecture ou en train de faire du bénévolat à l'hôpital. 14 fois. J'ai répété le chiffre, laissant s'installer en moi. Tu as compté. Je suis minutieuse. Elle a plongé la main dans son sac et en a sorti une enveloppe Kraft. Reçu de cartes de crédit, réservation d'hôtel sous de faux noms, relevés téléphoniques montrant des appels entre eux à toute heure. Tout ce que tu dois savoir sur leur petit arrangement. J'ai pris l'enveloppe mais je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi ne pas confronter Théo directement? Le rire de Maya était dénué de toute joie. Parce que Théo se croit plus malin que tout le monde. Il pense avoir été prudent. Il pense avoir effacé ses traces. Il n'a aucune idée que sa femme a engagé un professionnel pour documenter sa liaison. Elle s'est levée en lissant sa jupe. Et parce que, de clan. Certaines trahisons exigent plus qu'une simple confrontation. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'ils nous ont humiliés. Ils nous ont fait passer pour des idiots pendant qu'ils jouaient à la poupée dans mon appartement. Sur mes meubles, en riant probablement de notre ignorance. Sa voix restait calme, maîtrisée, mais j'y ai perçu une volonté d'acier. Il mérite de ressentir ce que nous avons ressenti. Il mérite de perdre ce que nous avons perdu. Elle s'est éloignée sans ajouter un mot, me laissant seul avec l'enveloppe et une vue sur la rivière qui semblait soudain beaucoup plus sombre qu'avant. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau pendant que Jenna travaillait tard. Encore une fois. Notre fille, Olivia, était à l'étage, probablement en train de faire un live avec ses amis pour raconter les drames de ses 16 ans qui avaient consumé sa journée. La maison semblait normale, chaleureuse, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. J'ai ouvert l'enveloppe de Maya et étalé son contenu sur mon bureau. Les relevés de cartes de crédit montraient des dépenses dans des restaurants chers, toujours. Pour 2 personnes, toujours pendant les prétendus déjeuners d'affaires de Jenna. Des reçus d'hôtel du Riverside Inn, réservés sous le nom de J.E. Miller. Mais payés avec l'American Express de Théo. Des relevés téléphoniques mettant en évidence des dizaines d'appels entre leurs numéros, certains durant des heures. Souvent tard le soir quand Jenna prétendait réviser des dossiers. L'épreuve était accablante, méthodique, dévastatrice. J'ai entendu la voiture de Jenna dans l'allée et j'ai rapidement remis les papiers dans l'enveloppe. Elle est entrée par la cuisine, ses talons claquants. Sur le parquet, sa mallette dans une main et son téléphone dans l'autre. Salut chérie. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte de mon bureau. Toujours dans son uniforme d'avocate. Tailleur sur mesure, maquillage parfait. Des cheveux qui restaient mystérieusement impeccables après des journées de 12 heures. Comment s'est passé ton week-end? Productif. J'ai fait un geste vers l'écran de mon ordinateur, qui affichait un tableur sans importance. J'ai réparé la voiture, j'ai avancé sur le boulot. Tu sais, l'excitation habituelle. Elle a souri, ce même sourire qu'elle m'offrait depuis 15 ans. Je suis épuisé. Cette affaire me consume la vie. Je vais peut-être devoir travailler tard demain aussi. Un autre dîner avec des clients, des dépositions. On prépare une audience majeure pour la semaine prochaine. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte, et j'ai remarqué 2 nouvelles boucles d'oreilles que je n'avais jamais vues. 2 petits diamants. Très chers. Je rentrerai probablement tard toute la semaine. Bien sûr que. Oui. Si elle a perçu la tension dans ma voix, elle ne l'a pas montré. Je vais prendre une douche et aller me coucher. Ne reste pas éveillé trop tard avec tes jeux vidéo.
Mes jeux vidéo? Comme si mon travail, qui consistait à maintenir l'infrastructure réseau de la moitié des entreprises d'Edgewater, n'était qu'un passe-temps. Comme si le salaire qui couvrait notre prêt immobilier et les traites de sa voiture n'était que de l'argent de poche. Bonne nuit, Jenna. Elle a disparu à l'étage et j'ai entendu l'eau de la douche couler. J'ai rouvert l'enveloppe et j'ai étudié les reçus d'hôtel. Le Riverside Inn, chambre 237. Réservé pour 3 heures mardi après-midi dernier. Ce même mardi où Jenna m'avait appelé pour me dire qu'elle serait en retard à cause d'une réunion d'urgence avec un client. Mon téléphone a vibré. Maya, as-tu examiné les documents? Moi, oui. J'ai fixé les preuves éparpillées sur mon bureau. La preuve de la trahison de ma femme documentée noir sur blanc. À l'étage, Jenna était probablement en train de laver l'odeur d'un autre homme pour se préparer à dormir à côté de moi comme si de rien n'était. Moi, qu'est-ce que tu as en tête? Maya, de la patience, de la planification. Et une fête d'anniversaire qu'Edgewater n'oubliera jamais. Le lundi matin a ramené la routine habituelle. Jenna est partie tôt pour le tribunal, Olivia est allée au lycée, et j'ai pris ma Mustang réparée pour me rendre dans l'immeuble de bureau où je faisais tourner le monde numérique pour des gens qui pensaient que la technologie, c'était de la magie. Carter, mon patron, m'a accueilli avec son enthousiasme habituel. Ross, le comte Henderson a encore des soucis de mai. Leur serveur rejette les messages de leurs clients. C'est probablement leur filtre anti-spam qui bloque des emails légitimes. Je vérifierai leurs paramètres. Super. Ah. Et le cabinet d'avocats du 3e étage veut améliorer la sécurité de son réseau. Apparemment, ils craignent des failles de confidentialité. Le cabinet d'avocats. Le cabinet de Jenna. C'est moi qui avais installé leur réseau d'origine il y a 3 ans, à l'époque où elle n'était qu'une jeune avocate collaboratrice essayant de devenir associée. À l'époque où je pensais que ces soirées tardives servaient à bâtir sa carrière, pas à détruire notre mariage. Je m'en occupe personnellement, ai-je dit. Carter a eu l'air surpris. Tu es sûr? C'est de la routine. Je pourrais envoyer Jenkins. Non, je connais l'historique de leur installation. Vaut mieux maintenir une continuité. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que la maintenance de leur réseau me donnait un accès administrateur à leur système. Non pas que j'allais abuser de cet accès, bien sûr. Ce serait contraire à l'éthique. Le cabinet Brennan, Walsh et associés occupaient tout le 3e étage. Des cloisons en verre et du mobilier moderne conçu pour intimider les clients et leur faire payer des honoraires plus élevés. La réceptionniste, une jeune femme nommée Patricia, m'a immédiatement reconnu. De Clan, venu nous sauver d'une nouvelle crise informatique. Un truc comme ça. Je dois vérifier votre salle des serveurs et lancer des diagnostics sur le réseau. Bien sûr, vous savez où tout se trouve. Et comment? La salle des serveurs se trouvait dans le coin du fond, derrière une porte marquée, personnel autorisé uniquement. Mon badge fonctionnait. Toujours. Apparemment, personne n'avait pensé à révoquer mon accès une fois l'installation terminée. Les serveurs ronronnaient doucement, traitant les vies numériques de la communauté juridique d'Edgewater. J'ai branché mon ordinateur portable et commencé à exécuter des diagnostics légitimes, tandis que mon esprit travaillait sur des possibilités qu'il était beaucoup moins. Les journaux du réseau indiquaient l'activité des utilisateurs sur les 3 derniers mois. L'ordinateur de Jenna avait été actif pendant les heures normales de bureau, mais aussi très fréquemment après 18 heures, l'heure à laquelle la plupart des avocats rentrent dans leur famille. Des accès nocturnes les mêmes jours où ces relevés téléphoniques indiquaient des appels avec Théo. J'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu terminer la mise à niveau de la sécurité et repartir avec mon intégrité professionnelle intacte. Au lieu de ça,
j'ai accédé au système de sauvegarde. Les archives de mai remontaient à 2 ans, sauvegardées automatiquement pour respecter les exigences légales. J'ai recherché la correspondance entre Jenna et Théo, me disant que je ne faisais que confirmer ce que je savais déjà. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. Les emails avaient commencé de manière innocente. Des échanges professionnels. Concernant un contrat de consulting entre la start-up de Théo et le cabinet d'avocats. Mais en janvier, le ton avait changé. Des références détendues à des déjeuners, des blagues privées sur leurs amis communs, des plaintes sur leurs conjoints respectifs. En février, ils ne faisaient même plus semblant de parler. Affaire. J'ai hâte de te voir demain. Tu manques déjà à tes. La nuit dernière était incroyable. Je ne me suis pas sentie aussi vivante depuis des années. Travaille encore tard. Son boulot est tellement ennuyeux que ça me donne envie de hurler. Assis dans la salle des serveurs, entouré par le battement de cœur numérique de la profession juridique, je lisais les lettres d'amour de ma femme à mon meilleur ami. Il parlait de mes horaires de travail comme s'il s'agissait de rapports de renseignement, planifiant leur rencontre autour de ma routine prévisible. Ils analysaient ma personnalité, mes habitudes, mon apparente incapacité à satisfaire ma femme. Des ne remarquent jamais rien, à moins que ça ne concerne les ordinateurs ou cette voiture ridicule. Il est tellement enfermé dans son petit monde. Parfois, je me demande s'il s'en rendrait compte si je disparaissais complètement. On devrait peut-être essayer pour voir. Mes mains tremblaient pendant que je copiais les emails sur un disque dur. Chiffré. Ce n'était plus seulement des preuves. C'était des munitions. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au bureau de Théo, dans le quartier des entrepôts rénovés où les startups technologiques d'Edgewater s'entassaient comme des virevoltants numériques. Mercé Solutions occupait le dernier étage d'un bâtiment qui avait autrefois fabriqué des textiles, à l'époque où la ville avait une véritable économie. L'assistant de Théo, un gamin d'une vingtaine d'années avec un chignon pour homme et ce genre de confiance en soi qui vient du fait de n'avoir jamais exercé de vrai métier, a levé les yeux de son MacBook. Deux clans. Théo est en réunion. Mais je peux. Pas de problème. Je vais attendre. Le bureau bourdonnait de l'énergie artificielle d'une entreprise brûlant du capital risque tout en cherchant un modèle économique viable. De jeunes programmeurs se regroupaient autour de bureaux debout, buvant du café artisanal et discutant des indicateurs d'engagement des utilisateurs comme s'ils planifiaient le débarquement en Normandie. Théo est sorti de la salle de conférence 20 minutes plus tard, tout en sourire et en vêtements décontractés hors de prix. Il avait toujours été beau d'une manière très évidente, grand, athlétique, le genre de gars qui rendait bien sur les photos. Et qui le savait. Le genre de gars que les femmes remarquaient dans les soirées. Pendant que leur mari parlait de sport. Deck. Qu'est-ce qui t'amène dans les mines de sel des startups? J'étais dans le coin. Je me suis dit que j'allais voir comment vit l'autre moitié du monde. Il a désigné l'espace de bureau en open space avec une fierté évidente. Pas mal pour deux gars qui n'arrivaient pas à trouver de vrai boulot, hein? Nous étions amis depuis l'université, colocataires en dernière année, témoins de mariage l'un de l'autre. Il avait été la première personne que j'avais appelée à la naissance d'Olivia, la première personne à qui j'avais confié mon rêve de créer ma propre entreprise un jour. Aujourd'hui, je le regardais, et je voyais un étranger portant le visage de mon ami. Les affaires marchent, ai-je demandé. En plein boom. On vient de décrocher un contrat majeur avec la ville, la gestion des bases de données pour le département des services municipaux. Il a baissé la voix d'un ton conspirateur. C'est le cabinet de ta femme qui a géré l'aspect juridique. Jenna est brillante. Elle a trouvé des failles dans le processus d'appel d'offres qui nous ont fait économiser 6 chiffres. Elle est douée pour trouver des failles.
La meilleure. Maya et moi avons de la chance d'avoir des amis comme vous deux. Maya. Sa femme, qui avait passé 3 mois à documenter sa trahison pendant qu'il vantait les compétences professionnelles de ma propre femme. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. En parlant de Maya, comment va-t-elle? Super. Toujours occupée avec ses œuvres de charité. Tu sais comment elle est. Toujours en train d'organiser quelque chose. Il a regardé sa montre. Une Rolex que je n'avais jamais vue auparavant. En fait, je devrais me remettre au travail. On lance un nouveau produit le mois prochain et toute l'équipe est sous pression. Bien sûr. Oh. Fait, c'est quand ton anniversaire? Maya a parlé d'une fête samedi prochain. Rien de chic, juste un barbecue dans le jardin avec des amis. Toi et Jenna êtes invités, évidemment. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Nous nous sommes serrés la main, et j'ai senti la police de quelqu'un qui n'avait jamais fait sa propre vidange ni réparé sa propre plomberie. Quelqu'un qui payait d'autres personnes pour gérer les détails salissants de la vie. Pendant qu'il se concentrait sur des choses plus importantes. Comme ma femme. Ce soir-là, je me suis assis dans mon garage avec une bière et l'enveloppe de Maya, planifiant ma prochaine action. L'épreuve était écrasante, mais des preuves seules ne suffiraient pas à apaiser la rage qui montait dans ma poitrine. Comme la pression dans une chaudière. Il m'avait fait passer pour un idiot. M'avait fait jouer le rôle du mari ignorant qui travaille tard pendant que sa femme joue à la poupée avec son meilleur ami. M'avait fait devenir la chute de blague que je n'avais jamais entendue. L'obstacle qu'il fallait contourner. Pendant qu'ils vivaient leur grande romance. Mon téléphone a vibré. Maya, comment se sont passées tes recherches? Moi, productive. J'ai trouvé des fichiers intéressants sur le serveur du cabinet d'avocats. Maya, excellent. Es-tu prêt pour la phase 2? Moi, c'est quoi la phase 2? Maya. Reconnaissance sociale. Nous devons comprendre leur routine, leur vulnérabilité, leur point de pression. Moi, on dirait que tu planifies une opération militaire. Maya, c'est le cas. Et de clan, cette guerre-là, on va la gagner. J'ai terminé ma bière et j'ai regardé la Mustang. Puis la maison, où ma fille faisait ses devoirs et où ma femme était probablement en train d'envoyer des SMS à son amant. De l'extérieur, tout avait l'air normal, comme une vie de banlieue. Parfaite. Mais en dessous, les fondations se fissuraient, et bientôt toute la structure s'effondrerait. La fête d'anniversaire était dans 6 jours. Mardi soir, j'ai suivi ma femme. Pas comme un détective amateur et maladroit. Je ne suis pas idiot. J'ai attendu qu'elle parte pour son prétendu dîner client. Puis j'ai conduit jusqu'au parking souterrain de l'immeuble de Théo. Sa BMW argentée y était déjà, coincée entre une Tesla et un Range Rover dans la section réservée aux résidents. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je me suis installé pour attendre. La surveillance me paraissait surréaliste, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Des voitures passaient dans la rue en contrebas. Les gens promenaient leurs chiens. La ville vaquait à sa routine du soir pendant que j'étais assis dans ma Mustang à documenter l'effondrement de mon mariage. À 21h47, Jenna est sortie du hall de l'immeuble. Ses cheveux étaient décoiffés. Son rouge à lèvres avait disparu, son chemisier professionnel était froissé. D'une manière qui racontait une histoire que je ne voulais pas lire. Elle marchait vers sa voiture avec l'allure satisfaite d'une femme qui a obtenu exactement ce qu'elle venait chercher. Je l'ai suivie jusqu'à la maison, en gardant 3 voitures d'écart. Je la regardais s'entraîner à paraître normale au feu rouge, vérifier son maquillage dans le rétroviseur, lisser ses vêtements, se préparant à me mentir. En pleine face. Elle est arrivée chez nous 15 minutes avant moi, s'étant arrêtée quelque part pour acheter les barquettes de plats à emporter qui viendraient appuyer son histoire d'heures supplémentaires.
Quand je suis entré dans la cuisine, elle était en train de transférer de la nourriture chinoise dans des assiettes comme si elle venait tout juste de rentrer du bureau. « Comment s'est passée ta soirée ?» a-t-elle demandé, sans lever les yeux de son porte-mouchou. « Calme. J'ai réglé des problèmes de réseau. Regardez la télé. Et toi ? » Épuisante. Le dîner avec le client a duré longtemps, mais je pense qu'on a fait des progrès sur l'affaire Henderson. Elle m'a tendu une assiette. Ses doigts effleurant les miens dans un geste qui m'aurait semblé affectueux. Autrefois. Comment allait Olivia ? Ses devoirs et Instagram. Les priorités habituelles des ados. Nous avons mangé dans un silence confortable, comme des milliers d'autres soirs. Tout au long de nos 15 ans de mariage. Elle m'a interrogé sur ma journée, j'ai posé des questions sur la sienne. Nous avons discuté des événements scolaires à venir pour Olivia et de nos projets pour le week-end. Une conversation normale. Entre des gens normaux, vivant une vie normale. Sauf que je pouvais sentir l'eau de Cologne de Théo sur sa peau. Le mercredi, j'ai élargi mon opération de surveillance. Maya m'avait fourni l'emploi du temps de Théo. Apparemment, les PDG de start-up à succès maintiennent des routines prévisibles. Salle de sport à 6 heures, au bureau à 8 heures. Déjeuner d'affaires dans des restaurants branchés, de retour chez lui à 19 heures. À moins qu'il ne travaille tard avec ma femme. J'ai profité de ma pause déjeuner pour me rendre à sa salle de sport, un centre de fitness haut de gamme dans le quartier du Front de Mer où l'abonnement mensuel coûtait plus cher que la traite de ma voiture. À travers les baies vitrées, je l'ai regardé s'entraîner avec un coach personnel. Ses mouvements étaient précis et contrôlés, comme tout le reste dans sa vie soigneusement gérée. Il présentait bien, en forme, confiant, plein de réussite, le genre d'homme qui attirait l'attention de femmes comme la mienne, des femmes fatiguées. Des maris qui sentaient l'huile de moteur et se préoccupaient du remplacement de leur alternateur. Après sa séance, il a retrouvé Jenna au Riverside Bistro, le même restaurant où Maya et moi avions célébré nos 10 ans de mariage. Ils se sont assis à une table. Dans un coin, se penchant l'un vers l'autre, la main d'elle recouvrant la sienne, pendant qu'ils partageaient une blague privée. Je les ai observés depuis ma voiture de l'autre côté de la rue, prenant des photos avec mon téléphone. Comme un détective privé pathétique. Mais je n'étais pas pathétique. J'étais méthodique. Chaque photo, chaque rencontre documentée, chaque élément de preuve aurait son utilité le moment venu. Ils avaient l'air heureux ensemble. Sincèrement heureux, d'une manière qui m'a noué l'estomac, pire que de la colère. Ils avaient l'air de personnes amoureuses, comme ces couples dans les films romantiques qui trouvent leur âme sœur malgré toutes les complications. Ça faisait plus mal que la trahison elle-même. Jeudi soir, Maya a appelé pendant que j'examinais les journaux du réseau dans mon bureau. « Il faut qu'on se voie », a-t-elle dit sans préambule. J'ai dû. Nouveau sur notre situation. Quel genre de nouveau ? Le genre qui nécessite une conversation en face à face. Riverside Park, le même banc, dans 1 heure. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre, me laissant me demander quelle nouvelle révélation m'attendait. J'ai dit à Jenna que j'allais faire un tour en voiture. Elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable, probablement en train d'envoyer un SMS à Théo au sujet de leur prochain rendez-vous. Maya attendait quand je suis arrivé, vêtue de vêtements sombres comme si elle assistait à des funérailles. D'une certaine manière, je suppose que c'était le cas. J'ai engagé un deuxième détective, m'a-t-elle dit quand je me suis assis. Quelqu'un pour suivre Théo pendant que le premier documentait les faits. Geste de Jenna. Je voulais un tableau complet. Elle m'a tendu une autre enveloppe, plus épaisse que la première. Ils ne font pas qu'avoir une liaison. 2 clans. Ils prévoient une vie ensemble. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main ferme, bien que mon cœur batte à tout rompre. À l'intérieur,
il y avait plus de photos, plus de documents, plus de preuves de la dissolution de mon mariage. Mais celle-ci était différente. Elle montrait un avenir que je n'avais pas imaginé. Des annonces immobilières pour des appartements de luxe à Seattle, des candidatures pour des cabinets d'avocats. Sur la côte ouest, des brochures de voyage pour des escapades romantiques, des impressions de mes discutant de leur projet de quitter Edgewater ensemble. Pour repartir de zéro, là où personne ne connaîtrait leur passé. Ils s'en vont, a poursuivi Maya. Tous les deux. Théo liquide discrètement les actifs de son entreprise, et Jenna a pris des contacts avec des cabinets. Dans l'État de Washington. Ils pensent pouvoir disparaître et nous laisser nettoyer leurs dégâts. J'ai étudié l'impression d'un échange de mails entre eux, datant d'il y a seulement 2 jours. J'ai hâte de me réveiller à tes côtés chaque matin, au lieu de vos laisser. Instant. Bientôt, mon amour. Plus que quelques semaines et nous serons libres. Et pour Declan et Maya? Ils s'en remettront. Ils seront probablement mieux sans nous. Ils pourront trouver des gens qui les apprécient vraiment. Tu as raison. Nous méritons ce bonheur. J'ai soigneusement plié les papiers et je les ai remis dans l'enveloppe. Mais main restait stable, ma voix calme. Quand prévoit-il de partir? À la fin du mois. Théo a déjà prévenu ses investisseurs, et Jenna transfère ses dossiers à d'autres avocats. La voix de Maya contenait la même fureur contenue que celle que je sentais grandir dans ma poitrine. Ils pensent être subtils. Et pour Olivia? Garde partagée. Ils supposent que tu seras raisonnable sur les droits de visite, puisque Jenna commencera sa nouvelle vie. Raisonnable? Ils s'attendaient à ce que je sois raisonnable pendant qu'ils détruisaient tout ce que j'avais bâti, tout ce en quoi je croyais. Ils s'attendaient à ce que je facilite leur bonheur tout en me laissant avec les décombres de notre histoire commune. La fête d'anniversaire est dans 3 jours, ai-je dit. Oui. Est-ce qu'ils y seront tous les deux, accompagnés de tous ceux qui comptent dans leur cercle social. Tous ceux qui nous regardent jouer les idiots pendant qu'ils vivent leur romance. Je me suis levé et j'ai regardé de l'autre côté de la rivière, vers les lumières du centre-ville d'Edgewater. Quelque part dans ces immeubles, ma femme et mon meilleur ami étaient probablement ensemble en ce moment même, planifiant leur évasion de la vie qu'ils m'avaient aidé à construire. Maya. Oui. J'espère que tu es prête pour ça, parce qu'après samedi soir, il n'y aura pas de retour en arrière. Elle a souri, et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'ai vu une chaleur sincère dans son expression. Declan, je suis prête depuis le jour où je l'ai découvert. La vraie question, c'est de savoir si tu es prêt à ne plus être la victime. Je l'étais. Le vendredi soir, Jenna a de nouveau travaillé tard. J'ai utilisé ce temps pour préparer ma présentation pour la fête de Théo. J'ai organisé l'épreuve sous la forme d'un récit cohérent qui ne laisserait aucune place au déni ou aux justifications. Des photos d'eux ensemble dans des restaurants, des hôtels, dans l'immeuble de son appartement. Des reçus de cartes de crédit montrant les achats qu'ils faisaient l'un pour l'autre. Des échanges de mails discutant de leurs projets d'avenir. Des relevés téléphoniques documentant des centaines d'appels et de SMS. Une chronologie complète de leur liaison, depuis ses débuts innocents jusqu'à sa conclusion planifiée. Mais les preuves seules ne suffiraient pas. J'avais besoin de quelque chose de plus dramatique, de plus dévastateur. Quelque chose qui détruirait non seulement leur relation, mais aussi l'intégralité de leur statut social à Edgewater. J'avais besoin de leur faire ressentir ce que je ressentais. Vers minuit, j'ai entendu la voiture de Jenna dans l'allée. Elle est entrée par la cuisine, se déplaçant doucement pour ne pas réveiller Olivia, et m'a trouvé l'attendant à la table de la cuisine avec une tasse de café. Tu es réveillé tard, a-t-elle dit, ayant l'air coupable pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer.
Je n'arrivais pas à dormir. Des trucs du boulot. Elle s'est assise en face de moi, toujours dans ses vêtements de travail. Portant toujours l'odeur de l'appartement d'un autre homme. Tout va bien? Je pensais juste à demain soir. La fête de Théo devrait être sympa. Oh, c'est vrai. J'avais oublié. Elle n'avait pas oublié. Je l'avais vu sur son calendrier, marqué comme « fête d'anniversaire de thé » avec un emoji cœur. Est-ce qu'on doit apporter quelque chose? Seulement nous-mêmes. Maya s'occupe de tout le reste. Maya est tellement organisée. Je ne sais pas comment elle gère tous ses événements caritatifs et ses obligations sociales. Elle est très rigoureuse, ai-je acquiescé. Elle prête attention à des détails qui échappent aux autres. Jenna a hoché la tête distraitement, pensant déjà à autre chose. Probablement en train de se demander si elle aurait le temps de voir Théo demain avant la fête. S'ils pourraient se voler quelques heures supplémentaires ensemble avant d'affronter leur conjoint en public. Je suis épuisée, a-t-elle dit en se levant. Cette affaire me consume là. Vie. Je sais. Mais tout sera bientôt terminé. Elle a embrassé mon front, un geste si familier et si dénué de sens qu'il m'a fait mal à la poitrine. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, Jenna. Je suis resté assis dans la cuisine sombre pendant encore 1 heure, écoutant les craquements de la maison autour de moi, me préparant à la conversation qui mettrait fin à mon mariage et détruirait ma plus ancienne amitié. Demain soir, à la fête d'anniversaire de Théo, je lèverai mon verre pour porter un toast à la fin de mon ancienne vie et au début de quelque chose de bien plus sombre. Le samedi est arrivé avec le genre de météo parfaite qui fait croire en la providence divine. Un ciel dégagé, une brise légère, des températures autour de 24 degrés. Les conditions idéales pour une fête d'anniversaire dans un jardin qui resterait dans les mémoires bien après que les décorations aient été jetées. J'ai passé la matinée dans mon garage, sous prétexte de travailler sur la Mustang, mais en réalité, je répétais mon toast. Les mots devaient être parfaits. Assez clairs pour être compris, assez dévastateurs pour détruire. Assez mémorables pour devenir légendaires dans les cercles de commérage. D'Edgewater. Jenna s'activait dans la maison, se préparant pour la fête avec une attention aux détails inhabituels. Elle a essayé 3 tenues différentes avant de se décider pour une robe d'été bleue qui mettait sa silhouette en valeur, a passé 45 minutes sur ses cheveux et son maquillage, et s'est vaporisée avec ce parfum cher qui avait remplacé son ancienne fragrance quelque part au mois de janvier. Tu es magnifique, lui ai-je dit, et je le pensais. Elle était magnifique. Rayonnante, avec cet éclat propre aux femmes amoureuses, simplement pas amoureuse de son mari. Merci. Tu as fait un bel effort aussi. J'avais choisi mes vêtements avec soin. Pantalon kaki, chemise boutonnée, veste de sport. Respectable, banal. L'uniforme de l'homme que personne ne soupçonnerait de nourrir des pensées meurtrières à l'encontre de son cercle social. Nous avons conduit jusqu'à la maison de Théo dans un silence confortable, Jenna vérifiant son reflet dans le miroir par soleil tandis que je passais mentalement en revue ma présentation. L'enveloppe craft contenant mes preuves était dans le coffre, attendant son moment de gloire. Le jardin de Théo avait été transformé en un véritable centre de réception. Des tentes blanches, des guirlandes lumineuses, des buffets de traiteurs et un bar. Qui aurait impressionné n'importe quel organisateur de mariage. 40 invités se mêlaient sur la pelouse, sirotant des cocktails artisanaux et discutant des préoccupations habituelles des banlieues chics, la valeur de l'immobilier, les élections du conseil scolaire, les recommandations de restaurants. Notre cercle social réuni au même endroit, pour un impact maximal. Maya nous a accueillis au portail. Elle était époustouflante, d'une manière qui suggérait qu'elle aussi s'était soigneusement préparée pour cette soirée. Jenna, de Clan, je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Nous n'aurions manqué ça pour rien au monde,
ai-je dit en acceptant la bise sur la joue. Où est la star du jour? Au centre de l'attention près du bar, naturellement. Vous connaissez Théo. Il adore être sous le feu des projecteurs. Jenna l'avait déjà repéré et gravitait dans sa direction comme un papillon de nuit vers une flamme. Je l'ai regardé s'approcher, j'ai vu le visage de Théo s'illuminer quand il l'a vu, je les ai regardés échanger ce genre de regard qui passe entre des amants obligés de faire semblant de n'être que des amis. Elle est belle, a dit Maya doucement, suivant mon regard. Oui, elle l'est. Lui aussi. Ils forment un couple séduisant. En effet. Nous étions là, ensemble, les conjoints trahis, regardant nos partenaires jouer leur mascarade pour un public qui ne se doutait pas d'assister à une pièce de théâtre. Tu es prêt pour ça, a demandé Maya. J'ai tapoté l'enveloppe glissée à l'intérieur de ma veste. Plus que prêt. La fête a suivi le rythme prévisible des rassemblements sociaux de banlieue. Heure du cocktail, dîner, discours d'anniversaire et gâteau. Je me suis déplacé dans la foule comme un fantôme, faisant la conversation avec les voisins. Acceptant les condoléances sur le stress de mon travail de la part de personnes qui n'avaient aucune idée que leur sympathie allait bientôt devenir hors de propos. Jenna et Théo ont maintenu une distance prudente, mais j'ai capté les regards subtils, les contacts furtifs, les sourires privés qui parlaient d'eux. Secrets partagés. Ils pensaient être discrets. Ils croyaient que personne ne remarquait leur chorégraphie millimétrée autour l'un de l'autre. Ils avaient tort. À 20h30, Maya a tapé sur son verre de vin avec une fourchette pour réclamer l'attention. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est l'heure des discours d'anniversaire. La foule s'est rassemblée autour du patio, des verres à la main, les visages tournés avec attente vers le garçon dont c'était l'anniversaire. Théo se tenait près du bar, souriant avec l'assurance d'un homme convaincu d'être adoré par toutes les personnes présentes. Qui veut commencer, a demandé Maya, sa voix portant clairement à travers le jardin. Plusieurs mains se sont levées. Des collègues, des voisins, des partenaires de golf, tous impatients de partager de bons souvenirs et des vœux de réussite et de bonheur pour l'année à venir. En fait, ai-je dit en m'avançant. J'aimerais commencer, si vous le permettez. Maya a hoché la tête avec grâce. Bien sûr. Declan est le meilleur ami de Théo. Depuis l'université. Il devrait absolument passer en premier. La foule a murmuré son approbation. Théo a levé sa bouteille de bière dans ma direction, son sourire authentique et confiant. Jenna se tenait près de la table du buffet, l'air dans l'attente, mais pas inquiète. Ils n'avaient aucune idée d'eux. Ce qui les attendait. J'ai levé mon verre de vin, attendant le silence complet. 40 visages tournés vers moi. 40 personnes prêtes à entendre un hommage chaleureux à l'amitié et à la loyauté. À mon meilleur ami, ai-je commencé, ma voix portant clairement dans l'air du soir. Théo Mercé. Un homme qui m'a appris que certaines personnes partagent tout. Petits rires appréciateurs dans la foule. Le sourire de Théo s'est élargi. Théo a toujours été généreux de son temps, de ses conseils, de son réseau professionnel. J'ai fait une pause, laissant l'anticipation monter. Et, apparemment, de sa chambre à coucher. Les rires se sont éteints. Quelques regards confus se sont croisés parmi les invités. Parce que Théo m'a appris que certaines personnes partagent tout. Y compris leurs femmes. Le silence qui a suivi était absolu. 40 personnes pétrifiées, les verres de vin à mi-chemin de leurs lèvres, les conversations abandonnées au milieu d'une phrase. Le seul son était le doux bourdonnement des guirlandes lumineuses de la fête et la circulation lointaine sur Riverside Drive. Le visage de Théo est devenu blanc. Jenna a laissé tomber son assiette. Declan, a commencé Théo. Oh, je n'ai pas terminé. J'ai plongé la main dans ma veste et j'ai sorti l'enveloppe Kraft. Regardez, j'ai apporté des supports visuels.
J'ai ouvert l'enveloppe et commencé à distribuer les photographies aux invités les plus proches, qui les ont fait passer comme des pièces à conviction dans un tribunal. Des reçus d'hôtel, des factures de restaurant, des relevés de cartes de crédit, des impressions de mai. La documentation complète d'une liaison de 3 mois. Présentée à l'ensemble de notes, extrait audio intégré, anomalie de la source. Tu m'as trompé. Tu m'as trahi. Tu as détruit notre famille. Oui, je t'ai trompé. Et c'est toi qui es à blâmer. Tu n'as jamais été là pour moi. Nous divorçons. Tu n'auras rien. La maison est à moi. L'argent est à moi. Tu vivras dans la rue. Quoi? Tu veux savoir avec qui je t'ai trompé? Avec ton patron. Lui, c'est un vrai homme. Tu es fini. Je ferai en sorte que tu n'ailles rien. Tu m'entends? Rien. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je te quitte pour lui. Il est 2 fois plus un homme que toi. Et tu sais quoi d'autre? Fin de l'anomalie. Point présenté à l'ensemble de leur cercle social sur des tirages glacés. Format 20x25. 14 fois, ai-je continué, ma voix stable, sur un ton conversationnel. C'est le nombre de fois où ma femme a visité l'appartement de Théo au cours des 3 derniers mois. Toujours pendant les heures de bureau. Toujours pendant que Maya faisait du bénévolat à l'hôpital. Maya s'est avancée, jouant son rôle à la perfection. De quoi parles-tu, de clan? Je parle de ton mari et de ma femme entretenant une relation amoureuse. Dans ton lit, Maya. Je parle du fait qu'ils prévoient de quitter la ville. Ensemble à la fin du mois. Je parle du fait qu'on nous a fait passer pour des idiots, par les 2 personnes en qui on avait le plus confiance. Les photographies avaient maintenant circulé dans toute la foule. Les invités fixaient les preuves avec la même fascination que des témoins d'un accident de voiture, horrifiés, mais incapables de détourner le regard. Jenna a enfin retrouvé sa voix. De clan, s'il te plaît. Pas ici. Pas comme ça. Où ça, alors, Jenna? En privé? Là où tu peux me mentir en pleine face comme tu le fais depuis 3 mois? Là où tu peux me dire que tu travailles tard alors qu'en réalité tu essaies de la lingerie pour mon meilleur ami? Théo s'est avancé, le visage empourpré de colère et de honte. Ça suffit, Deck. Tu es saoul. Je suis parfaitement sobre. Ce qui est plus que ce que je peux dire de mon jugement quand il s'agissait de te faire confiance. Je me suis retourné vers la foule, dont la majorité étudiait encore les photos. Avec une curiosité morbide. Mesdames et messieurs, je vous présente le couple heureux. Théo Mercé et Jenna Ross, la toute nouvelle romance d'Edgewater. Ils prévoient de déménager à Seattle, où ils pourront prendre un nouveau départ sans le désagrément de leurs conjoints actuels. Arrête, a chuchoté Jenna, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, arrête. Pourquoi, tu es gêné? Tu ne voulais pas que tes parents la prennent de cette façon? J'ai fait un geste vers son père. Et sa mère, qui se tenait près de la table des desserts, l'air d'avoir été frappé par la foudre. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'ils comprendront. Le véritable amour triomphe de tout, pas vrai? La foule a commencé à se fragmenter. Certains invités se sont dirigés vers les sorties, refusant d'assister à la destruction totale de 2 mariages. D'autres se sont approchés, attirés par le spectacle d'un drame de banlieue se jouant en temps réel. Théo m'a attrapé le bras. Tu as fait passer ton message, Deck. Maintenant, allons à l'intérieur et parlons-en comme des adultes. Je me suis dégagé de son emprise. Parler de quoi? De tes plans pour me voler ma femme? De tes emails romantiques sur le fait que je suis un type ennuyeux? De vos discussions sur mes horaires de travail pour pouvoir planifier vos rendez-vous de l'après-midi?
Ça ne devait pas se passer comme ça, a dit Jenna, la voix à peine audible. Et comment ça devait se passer? Tu allais me laisser un mot, m'envoyer un texto. Ou juste disparaître un jour et me laisser comprendre par moi-même quand les papiers du divorce arriveraient? Maya s'est approchée de moi et a posé une main compatissante sur mon épaule. Je crois que c'est suffisant, Declan. Tu as dit ce qui devait être dit. J'ai regardé le patio une dernière fois. 40 visages me dévisageaient en retour. Certains étaient compatissants, certains étaient sous le choc, d'autres étaient déjà en train de préparer les ragots qu'ils partageraient à la messe de demain. Théo se tenait pétrifié près du bar, sa fête d'anniversaire transformée en humiliation publique. Jenna sanglotait près de la table du buffet, entourée par les photographies de sa trahison. Joyeux anniversaire, Théo, ai-je dit, levant mon verre de vin une dernière fois. J'espère que c'était tout ce que tu méritais. J'ai marché vers le portail, laissant derrière moi les décombres de mon mariage. Et de ma plus vieille amitié. Derrière moi, la fête s'est dissoute dans le chaos. Des voix en colère, des portes qui claquent, des moteurs de voitures qui démarrent pendant que les invités fuyaient les lieux. Maya m'a rejoint au niveau de ma voiture. C'était parfait, a-t-elle dit. Absolument parfait. Phase 1 terminée. Phase 1 terminée. Maintenant, le vrai plaisir commence. Je suis rentré chez moi en traversant les rues tranquilles d'Edgewater, passant devant les maisons où des familles normales s'installaient pour un samedi soir. Normal. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir des voitures quitter le quartier de Théo, emportant les nouvelles du divertissement de la soirée dans tous les recoins de notre petite ville. Dès demain matin, tout le monde serait au courant. Lundi, ce serait la seule histoire qui vaudrait la peine d'être racontée, et Théo et Jenna allaient découvrir que l'humiliation publique n'était que le début de leur problème. Le dimanche matin a apporté un déluge d'appels téléphoniques, de SMS et de mails qui ont transformé ma maison tranquille en épicentre du réseau de ragots d'Edgewater. Mon téléphone bourdonnait constamment de messages d'amis, de voisins et de connaissances qui avaient entendu parler du drame de la veille au soir et qui voulaient une confirmation, des détails, ou exprimer tout simplement leur choc. J'ai laissé la plupart des appels aller sur messagerie, mais j'ai décroché quand mon frère m'a appelé de Portland. D'où Jésus, Deck, maman vient de m'appeler. Elle a appris par Madame Patterson que tu avais détruit publiquement Jenna et Théo à une soirée hier. S'il te plaît, dis-moi que c'est l'effet du téléphone arabe des petites villes et que ce n'est pas la réalité. C'est la réalité, Mike. Un long silence. Tu vas bien? Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois. C'est ça qui m'inquiète. Maman dit que tu les as humiliés devant la moitié de la ville. Ils se sont humiliés eux-mêmes. J'ai juste fourni la documentation. Un autre silence, plus lourd. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant. Ils doivent assumer les conséquences de leur choix. Après avoir raccroché, j'ai préparé du café et je me suis assis dans ma cuisine pour passer en revue les messages accumulés pendant la nuit. La plupart étaient d'un grand soutien, des amis exprimant leur compassion et leur indignation en mon nom. Quelques-uns étaient critiques, suggérant que j'étais allé trop loin, que les affaires privées devaient rester privées. Mais le message le plus intéressant venait de Maya. Maya, vérifie tes emails. La phase 2 commence aujourd'hui. L'email de Maya contenait des liens vers 3 groupes Facebook locaux où les photos de la nuit dernière avaient déjà été partagées et commentées. Les fils de discussion étaient d'une brutalité sans nom, remplie d'une indignation morale et d'une condamnation sociale qui aurait impressionné un pasteur puritain. Je n'arrive pas à croire que Jenna Ross ait pu faire ça à sa famille. Théo. Mercé a toujours eu l'air trop lisse. Maintenant on sait pourquoi. J'ai tellement de peine pour Declan et Maya. Ils méritent mieux. J'espère que cette liaison valait la peine de détruire 2 mariages.
Les photos avaient été partagées des dizaines de fois, se propageant dans l'écosystème des réseaux sociaux d'Edgewater comme un virus. À midi, elle était apparue sur Instagram, Twitter, et sur plusieurs forums de quartier. L'histoire avait pris vie de son propre chef, grandissant et mutant à chaque fois qu'elle était racontée. Mon téléphone a sonné. Jenna. Declan, il faut qu'on parle. Je pense que tu as dit tout ce que tu avais à dire la nuit dernière. Je n'ai rien dit la nuit dernière. C'est toi qui as fait tout le discours, tu te souviens? Sa voix était rauque, probablement à force d'avoir pleuré, crié, ou les deux. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Il faut qu'on discute de ça comme des adultes. C'est chez toi. Je ne t'empêche pas de venir. Est-ce que tu vas m'humilier devant notre fille aussi? Olivia est chez son amie. Elle ne rentre que ce soir. Je suis là dans 20 minutes. Elle est arrivée au bout de 15, l'air d'avoir pris 5 ans en une nuit. Pas de maquillage, les cheveux tirés en queue de cheval, portant un jean et un sweatshirt à la place de sa tenue professionnelle soignée habituelle. Elle avait l'air vulnérable, humaine, comme la femme que j'avais épousée 16 ans plus tôt. Ça a failli me faire pitié. Failli. Les photos sont partout, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine. Mes parents les ont vues. Mon patron les a vues. Tout le monde à l'école d'Olivia va les voir. Probablement. Comment as-tu pu nous faire ça? À notre famille? Je n'ai pas fait ça, Jenna. C'est toi qui as fait ça quand tu as décidé d'avoir une liaison avec mon meilleur ami. Ça ne devait pas se passer comme ça. C'est juste. Venu tout seul. Venu tout seul sur 3 mois, avec des réservations d'hôtels, des recherches d'appartements et des projets pour quitter la ville ensemble? Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est un choix que tu as fait. Elle a fixé ses mains, ses larmes tombant sur la table de la cuisine. Je sais que tu souffres. Je ne souffre pas, Jenna. J'en ai juste fini avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je demande le divorce. Ça veut dire que je veux que tu quittes cette maison. Ça veut dire que notre mariage est terminé. Et pour Olivia? Et alors, pour Olivia? Tu aurais dû penser à Olivia avant de commencer ta liaison. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de ses 2 parents. Elle a besoin de parents qui se respectent eux-mêmes et qui se respectent l'un l'autre. Comme tu ne me respectes manifestement pas, et que je ne te respecte plus, ça n'arrivera pas. Jenna a regardé autour d'elle, observant la vie que nous avions construite ensemble dans cette modeste maison de la rue Elm. 16 ans, 2 clans. Ça ne signifie rien pour toi? Ça signifiait tout pour moi. Au passé. Elle est partie 1 heure plus tard, après que nous eûmes discuté des détails pratiques de notre séparation. Qui garderait la maison? Comment nous l'annoncerions à Olivia? Quand elle viendrait récupérer ses affaires? La conversation était civile, pragmatique, comme 2 avocats négociant un contrat. Ce qui, je suppose, était exactement le cas. Le lundi matin a apporté de nouveaux développements. Je suis arrivé au travail pour trouver Carter qui m'attendait dans mon bureau, l'air inquiet, avec une tasse de café. Week-end difficile, a-t-il demandé. On peut dire ça. Tu veux en parler? Pas particulièrement. Il a hoché la tête, comprenant que certains sujets valaient mieux rester inexplorés. Eh bien, si tu as besoin de temps, ou s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Merci. J'apprécie. Il y a une chose, cependant. Le cabinet d'avocats du 3e étage a appelé. Ils veulent encore discuter de la sécurité de leur réseau. Le cabinet de Jenna. Évidemment qu'ils avaient appelé.
Ils ont expressément demandé que quelqu'un d'autre que toi s'occupe de leur compte. Apparemment, il y aurait des conflits d'intérêts. Je suis désolé, Deck. Je sais que tu travailles avec eux depuis des années. Ce n'est rien. C'est probablement mieux comme ça. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'avais déjà copié tout ce dont j'avais besoin depuis leur serveur. La mise à niveau de sécurité que j'avais effectuée la semaine dernière m'avait donné un accès administrateur à leur système de messagerie, à leur dossier client, à leurs données financières. Non pas que je prévoyais d'utiliser cet accès de manière inappropriée, bien sûr. Ce serait contraire à l'éthique. Le mardi a apporté des nouvelles des ennuis de Théo. Maya a appelé pendant que je déjeunais à mon bureau, sa voix éclatante de satisfaction. Les investisseurs de Théo ont convoqué une réunion d'urgence ce matin, a-t-elle rapporté. Apparemment, ils craignent que la publicité négative n'affecte la réputation de l'entreprise. Quel genre de crainte? Le genre qui implique la révision de son contrat de travail et la discussion d'un changement de direction. Il semblerait qu'humilier publiquement le mari de son associé commercial ne soit pas considéré comme de la bonne gouvernance d'entreprise. Qui l'eût cru? De plus, le conseil municipal reconsidère le contrat des services municipaux. Quelque chose à propos du maintien des standards professionnels et des relations avec les fournisseurs. Le contrat que le cabinet de Jenal avait aidé à décrocher grâce à une interprétation créative du cahier des charges. Le contrat qui représentait 60% du chiffre d'affaires prévu pour son entreprise cette année-là. C'est regrettable, ai-je dit. Très regrettable. C'est presque comme si quelqu'un avait fourni au conseil municipal des informations détaillées sur d'éventuels conflits d'intérêts lors de la procédure d'appel d'offres originale. Quelqu'un qui aurait accès à des dossiers juridiques et à des communications par email. Hypothétiquement parlant, bien sûr. Bien sûr. Hypothétiquement. Mercredi soir, Olivia est rentrée de chez son amie et m'a trouvé assis dans le salon, attendant d'avoir la conversation que je redoutais depuis 3 jours. Papa, maman n'est pas là. Je sais, ma puce. Elle va loger ailleurs pendant quelque temps. Olivia s'est assise sur le canapé, son visage de 16 ans affichant déjà la lassitude de quelqu'un qui a appris à ne plus faire confiance aux explications des adultes. C'est à propos de samedi soir, n'est-ce pas? La mère de Jessica lui a dit qu'il s'était passé quelque chose à une fête. Qu'a dit la mère de Jessica? Que toi et maman, vous alliez divorcer parce qu'elle t'a trompé. Avec oncle Théo. Oncle Théo. C'est comme ça qu'elle l'appelait depuis l'enfance, à l'époque où il faisait réellement partie de notre famille au lieu de faire simplement semblant. C'est vrai, ai-je dit. Ta mère et Théo ont une liaison depuis plusieurs mois. Ils prévoyaient de déménager ensemble. Olivia m'a fixé pendant un long moment, assimilant une information qui allait remodeler sa compréhension de sa famille, de ses parents, de son monde entier. Tu es sûr? A-t-elle fini par demander. Je lui ai montré certaines preuves. Des versions éditées des emails et des photos. Rien de trop explicite pour une fille de 16 ans. Elle les a étudiées avec la même attention méthodique qu'elle consacrait à ses devoirs, son visage pâlissant à chaque révélation. Maman a vraiment fait ça? Oui. Et tu as découvert tout ça, et tu l'as dit à tout le monde à la fête? Oui. Elle m'a rendu les papiers et est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, fixant le mur où étaient accrochées nos photos de famille. Les images d'époque. Plus heureuses où nous croyions en la vie que nous bâtissions ensemble. Je suis désolé, papa. Tu n'as pas à être désolé, ma puce. Ce n'est pas de ta faute. Je sais. Je voulais dire que je suis désolé que ça te soit arrivé. Cette nuit-là, Olivia a appelé sa mère et lui a dit qu'elle voulait vivre avec moi à temps plein. La conversation a duré 20 minutes et s'est terminée avec Olivia en larmes,
mais sa décision était restée inchangée. Elle dit que tu m'as monté contre elle, a rapporté Olivia par la suite. Elle dit que tu empoisonnes mon esprit avec des mensonges. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est elle qui a menti. Le jeudi, l'isolement social était complet. Jenna avait été effectivement excommuniée des cercles sociaux d'Edgewater, son nom n'étant mentionné qu'en chuchotement et accompagné de hochements de tête désapprobateurs. L'entreprise de Théo s'effondrait, ses investisseurs fuyaient, ses contrats étaient annulés. Maya et moi nous sommes retrouvés à Riverside Park pour faire le point sur les événements de la semaine. La phase 2 dépasse toutes les attentes, a-t-elle signalé. Théo déménage de notre maison ce week-end. Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de tout, y compris les actifs de son entreprise. Quels actifs exactement? D'ici à ce que le divorce soit prononcé, il ne restera plus grand-chose à diviser. Et Jenna est au chômage depuis hier. Son cabinet a décidé que sa présence était incompatible avec leur image professionnelle. Ça ne me surprenait pas. Les cabinets d'avocats dépendent de leur réputation et de la confiance de leurs clients. Avoir une avocate dont la vie personnelle était devenue un divertissement public, c'était mauvais pour les affaires. Où est-ce qu'elle loge? À l'hôtel, je crois. L'appartement de Théo est trop exposé en ce moment, et ses parents refusent de prendre ses appels. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant la rivière couler devant la ville où nous avions construit nos vies, élevé nos enfants. Fait confiance à nos conjoints. L'eau semblait plus propre, d'une certaine façon, comme si une tempête avait balayé des années de débris accumulés. Te sens-tu coupable? A demandé Maya. Non. Et toi? Pas le moins du monde. Tant mieux. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils vivent avec les conséquences. Que se passe-t-il ensuite? J'ai souri, pensant à l'ultime phase de notre plan. Maintenant, nous nous assurons que ces conséquences soient permanentes. J'aime bien comment ça sonne. Je m'en doutais. Le vendredi soir, je me suis installé dans mon garage avec une bière et mon ordinateur portable, mettant la dernière main au mémorial numérique de mon mariage. Un site web complet documentant l'intégralité de la chronologie de la liaison de Jenna et Théo. Il présentait toutes les preuves que j'avais rassemblées, plus quelques documents supplémentaires découverts lors de mon intervention de sécurité réseau. Des échanges de mails discutant de leur projet d'avenir, des relevés financiers montrant l'argent dépensé en chambre d'hôtel et en cadeaux, des SMS exprimant leur mépris pour leurs conjoints respectifs. Une archive complète de leur trahison, organisée de manière professionnelle et optimisée pour les moteurs de recherche. J'ai enregistré le nom de domaine en utilisant un service anonyme et téléchargé le contenu chez un hébergeur spécialisé dans les contenus controversés. D'ici le matin, quiconque chercherait Jenna Ross ou Théo Mercé en ligne trouverait un compte-rendu détaillé de leur relation, soutenu par des preuves documentées. Internet n'oublie jamais. Et désormais, personne d'autre non plus. Mon téléphone a vibré. Un texto de Maya. Maya, prêt pour le grand final? Moi, plus que prêt. Le lendemain soir. Le Riverside Yacht Club. La vente aux enchères de charité. Pour l'hôpital pour enfants. Le Yacht Club, là où l'élite d'Edgewater se rassemblait pour ses événements sociaux mensuels. Là où Jenna et Théo avaient assisté à des dizaines de soirées. En tant que membres respectés de la communauté. Là où ils feraient leur première apparition publique depuis le désastre de la fête d'anniversaire. Moi, ils y seront. Maya, Théo est dans le comité d'organisation. Il ne peut pas ne pas se présenter sans aggraver son cas. Et Jenna sera là. Elle est trop fière pour se cacher indéfiniment. Moi, parfait. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Moi? Maya, sois juste toi-même, de clan.
Laisse-les voir ce qu'ils ont perdu. J'ai terminé ma bière et j'ai regardé autour du garage. Mes outils, mon établi. Ma Mustang parfaitement restaurée. Chaque chose à sa place. Tout sous contrôle. La vie d'un homme qui sait comment réparer les choses quand elles se cassent. Le lendemain soir, j'allais démontrer que certaines choses, une fois brisées, ne pourraient jamais être réparées. Le samedi soir au Riverside Yacht Club est arrivé avec tout le faste que l'élite sociale d'Edgewater pouvait déployer. Service de voiturier, tapis rouge. Photographe du journal local immortalisant l'arrivée des citoyens les plus éminents de la ville. Une vente aux enchères caritatives qui récolterait des fonds pour l'hôpital des enfants, tout en offrant aux gens riches une excuse pour afficher simultanément leur richesse et leur vertu. Je suis arrivé seul, portant mon meilleur costume et l'assurance d'un homme qui ne se soucie plus de ce que quiconque pense de lui. Le voiturier a pris les clés de ma Mustang avec un dédain à peine dissimulé. Une muscle car classique américaine détonnée parmi les berlines de luxe allemandes et les hybrides japonaises qui dominaient le parking. C'était parfait. J'avais toujours détonné. Dans ce milieu, de toute façon. Maya m'a accueilli à l'entrée. Époustouflante dans une robe de soirée noire qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. De clan, je suis si heureuse que tu aies pu venir. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Y. A-t-il du monde? Excellent taux de participation. Tous ceux qui comptent sont ici. Elle a baissé la voix. Y compris nos invités d'honneur. À travers les baies vitrées, je pouvais voir la salle de bal principale, remplie des couples influents d'Edgewater. Avocats, médecins, chefs d'entreprise. Politiciens. Les gens qui façonnaient le destin de notre ville, tandis que leur vie personnelle se déroulait comme des intrigues de feuilleton. Où sont-ils? Théo est au bar, essayant de faire semblant que tout va bien. Jenna est près des tables des enchères silencieuses, avec l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Je les ai repérés tous les deux immédiatement. Théo se tenait près du bar dans un smoking hors de prix, entouré d'un petit groupe d'hommes qui parlaient probablement d'affaires, de golf, ou de n'importe quoi d'autre, sauf de ses récents déboires personnels. Son sourire paraissait forcé, son rire trop fort. Toute son attitude criait le désespoir. Jenna parcourait les objets mis haut en chair près du mur du fond, élégante dans une robe bleu marine que je n'avais jamais vue auparavant. Elle se déplaçait prudemment dans la foule, saluant ses connaissances de hochements de tête polis tout en évitant les longues conversations. Plusieurs personnes avaient remarqué son arrivée et chuchotaient derrière leur verre de vin. Ils ne sont pas ensemble, ai-je observé. Ils ne se sont pas parlé de toute la soirée. Je ne crois pas qu'il se soit adressé la parole depuis que ton toast d'anniversaire est devenu viral. Viral? Maya a souri. Quelqu'un a enregistré ton discours sur son téléphone. Il a été partagé plus de 2000 fois. Sur les réseaux sociaux. Tu es une vraie célébrité sur Internet. L'idée que mon humiliation privée soit devenue un divertissement public aurait dû me déranger. Au lieu de cela, c'était un sentiment de justice. Leur trahison avait été privée, menée en secret pendant qu'ils riaient de mon ignorance. Maintenant, leur honte était tout aussi publique, partagée et discutée par des inconnus sur Internet. On va se mêler à la foule, a demandé Maya en prenant mon bras. Allons-y. Nous avons traversé la salle de bal comme des célébrités à une avant-première de film, attirant l'attention et les murmures partout où nous allions. Les gens voulaient exprimer leur compassion, partager leur indignation, offrir leur soutien au conjoint bafoué qui avait géré la trahison avec tant de dignité et de force. De clan, comment tenez-vous le coup, m'a demandé Patricia Morrison, dont le mari possédait la plus grande entreprise de construction de la ville. Mieux. Chaque jour, Patricia. Merci de demander ce que vous avez traversé. Je ne
peut pas l'imaginer. Mais vous l'avez géré avec tellement de classe. De la classe. C'était le mot que tout le monde utilisait. J'avais géré mon humiliation publique avec classe. Comme s'il y avait une étiquette officielle. Pour la découverte de la liaison de sa femme, un protocole mondain pour détruire son mariage devant 40 témoins. Maya a été une incroyable source de force, ai-je dit en pressant son bras. Avec affection. Nous nous sommes entraidés pour traverser cette période difficile. Eh bien, vous méritez tous les deux mieux. Jenna et Théo devraient avoir honte d'eux-mêmes. Et ils devaient l'être. Au vu de leur comportement de ce soir, c'était le cas. Nous avons continué notre tour de la salle, acceptant les condoléances et le soutien de personnes qui nous connaissaient depuis des années mais qui ne nous avaient jamais vraiment vus auparavant. Nous n'étions plus le couple ennuyeux. Dans le coin de la pièce, le gars de l'informatique et la femme du monde qui faisaient la conversation poliment lors des soirées. Nous étions les stars du drame le plus captivant d'Edgewater, les protagonistes d'une histoire dont tout le monde voulait parler. Tu aimes ça, n'est-ce pas, a murmuré Maya alors que nous approchions des tables d'enchères. Immensément. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis des années. Nous nous sommes arrêtés devant un présentoir de forfaits de vacances, des escapades le temps d'un week-end dans des stations de montagne ou des destinations balnéaires. Jenna se tenait à 3 tables de là, feignant d'étudier une collection de soins de spa, tout en écoutant manifestement notre conversation. La visite des vignobles de la Napa Valley a l'air intéressante, ai-je dit. Assez fort pour qu'elle l'entende. Qu'en penses-tu? Maya s'est penchée pour examiner la feuille d'enchère, son parfum se mêlant au mien d'une manière qui suggérait une certaine intimité. C'est parfait pour un week-end romantique. On devrait enchérir? Pourquoi pas? Nous méritons de célébrer ça. Le visage de Jenna est devenu livide. Elle s'est dirigée d'un pas vif vers les toilettes des femmes, probablement pour reprendre ses esprits, appeler quelqu'un, ou tout simplement fuir la vue de son mari et de la femme de son amant en train de planifier une escapade romantique. C'était cruel, a commenté Maya en regardant Jenna battre en retraite. Tant mieux. La vente aux enchères a commencé à 20h, avec le maire Davison comme maître de cérémonie. Il se tenait au pupitre, remerciant tout le monde pour son généreux soutien à l'hôpital des enfants, tout en évitant soigneusement de croiser le regard des participants les plus tristement célèbres de la soirée. Avant de commencer les enchères de ce soir, a-t-il annoncé, j'aimerais rendre hommage à certains de nos bénévoles et donateurs les plus dévoués. Il a procédé au remerciement de divers membres du comité et donateurs majeurs. Y compris Théo, qui a reçu des applaudissements polis mais visiblement retenus lorsque son nom a été mentionné. 6 mois plus tôt, il aurait été invité à prendre la parole pour partager sa vision de l'avenir de l'hôpital et encourager les autres à donner généreusement. Ce soir, il est resté assis à sa table, saluant brièvement de la main pour accuser réception. Les enchères se sont poursuivies avec les articles habituels, œuvres d'art, bijoux, forfaits de vacances, expériences gastronomiques. Maya et moi y avons participé avec enthousiasme, remportant un week-end dans une maison au bord d'un lac et un dîner pour 2 dans le restaurant le plus exclusif de la ville. Chaque enchère remportée suscitait des félicitations des tables voisines et des regards entendus, suggérant que notre relation avait dépassé le stade du simple soutien mutuel. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Que Jenna et Théo se demandent. Ce qui se développait entre leurs ex-conjoints. Qu'ils imaginent Maya et moi. Trouvant du réconfort dans les bras l'un de l'autre, construisant quelque chose de beau sur les ruines de leur trahison. Lot numéro 27, a annoncé le maire Davison. Un dîner croisière romantique. Pour 2 à bord de l'Edgewater Princess, avec service de champagne et musique. Live. Maya et moi avons échangé un regard. Ce dîner croisière, nous en avions discuté lors de nos sessions de préparation, et nous l'avions identifié comme l'opportunité parfaite pour notre acte final.
Mise à prix, 2 cents. Plusieurs mains se sont levées dans la salle. Maya a levé sa raquette. 252. La table 12. 300, a lancé une voix au fond. Maya a enchéri à nouveau. 400. Les enchères ont continué, grimpant régulièrement à mesure que les couples se disputaient la croisière romantique. Maya et moi avons maintenu notre participation, faisant monter le prix tout en montrant clairement que nous étions déterminés à gagner. 800 $ de la table 12, a annoncé le maire Davison. J'entends 900. Silence. Les autres enchérisseurs s'étaient retirés, laissant Maya comme l'apparente gagnante. Une fois. 2 fois. 1000 $. Toutes les têtes dans la salle de bal se sont tournées vers cette voix. Théo se tenait debout à sa table, la raquette levée, le visage rougi par l'alcool et le désespoir. 1000 de la table 6, a dit le maire Davison, manifestement mal à l'aise avec la tournure des événements. J'entends 1100. Maya m'a regardé, un sourcil levé, m'interrogeant du regard. J'ai hoché la tête. 1500, a-t-elle annoncé. Des exclamations étouffées ont parcouru la salle. 1500 $ pour un dîner croisière, c'était excessif, même pour les standards du yacht club. Mais il ne s'agissait plus de la croisière. Il s'agissait de quelque chose de bien plus personnel. 2000, a contré Théo, sa voix résonnant clairement dans la salle de bal devenue silencieuse. D'autres exclamations. Les gens le dévisageaient ouvertement, sentant le courant sous-jacent d'un conflit qui n'avait rien à voir avec une levée de fonds pour une œuvre de charité. 2500, a répondu Maya sans aucune hésitation. Le visage de Théo est devenu écarlate. Il avait bu abondamment, s'enivrant. Probablement pour trouver le courage d'affronter cette confrontation publique. Et son jugement était clairement altéré. 3000, a-t-il annoncé, la voix légèrement pâteuse. Le silence total s'est abattu sur la salle de bal. 3000 $ pour un dîner croisière, c'était de la folie, même pour quelqu'un essayant de faire passer un message. Mais Théo ne pensait plus de manière rationnelle. Il pensait de manière émotionnelle, essayant désespérément de regagner une once de dignité devant le cercle social qui avait été témoin de son humiliation. Maya m'a regardé à nouveau. J'ai secoué légèrement la tête. L'enchère est à 3000 $ de la table 6, a dit nerveusement le maire Davison. Une fois. 2 fois. Adjugé. Des applaudissements clairsemés, plus confus que sincèrement heureux. Théo avait remporté l'enchère, mais à quel prix? 3000 $ qu'il n'avait probablement plus les moyens de dépenser, pour une croisière d'une soirée qu'il devrait faire seul, puisque Jenna était assise à une autre table et ne voulait visiblement plus rien avoir à faire avec lui. Félicitations, ai-je lancé à travers la salle en levant mon verre de vin dans sa direction. J'espère que tu passeras une bonne soirée romantique. Le sarcasme dans ma voix était sans équivoque. Le visage de Théo est passé du rouge au violacé, ses mains se serrant en poing le long de son corps. Au moins, je peux me payer de la romance, a-t-il répliqué, sa voix tranchant le silence de la pièce. Contrairement à certains qui conduisent des voitures de 20 ans et qui habitent dans des maisons de petits jeunes. L'insulte a plané dans l'air comme la fumée d'un incendie. Autour de la salle, les gens remuaient sur leurs chaises, gênés, ne sachant s'il fallait intervenir ou simplement observer la destruction totale de 2 hommes qui avaient autrefois été les meilleurs amis du monde. Je me suis levé lentement. Mais mouvement était posé, sous contrôle. Tu as raison, Théo. Je conduis une vieille voiture et je vis dans une maison modeste. Mais au moins, je peux dormir la nuit en sachant que je n'ai jamais trahi mes amis ni détruit ma famille pour quelques heures de divertissement. L'après-midi. Divertissement? Théo s'est écarté de sa table, titubant légèrement. C'est ça que tu crois? Du divertissement.
Et comment tu appellerais ça d'autre? Tu as jeté 20 ans d'amitié et de mariage à la poubelle, pourquoi? Par amour, pitié. Tu as tout jeté à la poubelle parce que tu t'ennuyais et que ma femme était disponible. Tu ne connais rien à l'amour, a grogné Théo. Tu ne sais rien de la passion, ni du désir, ni de ce que c'est de se sentir vivant. Tu es un petit homme ennuyeux avec une petite vie ennuyeuse. Et Jenna méritait mieux. Peut-être que oui, mais elle ne te méritait pas, toi. Théo a fait un pas en avant, les poings levés. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment essayer de se battre avec moi devant 300 témoins. L'idée était presque amusante, le PDG à succès d'une start-up réduit à donner des coups de poing à une vente aux enchères de charité parce que sa liaison avait été découverte. Au lieu de cela, il s'est arrêté, a regardé autour de lui les visages choqués qui le dévisageaient, et a semblé réaliser ce qu'il était en train de faire. Ses épaules se sont affaissées, ses poings se sont desserrés, et il est retombé sur sa chaise comme un ballon de baudruche dégonflé. C'est ridicule, a-t-il marmonné. Absolument ridicule. Oui, ai-je concédé. Ça l'est. Je me suis rassis, j'ai pris mon verre de vin et j'ai reporté mon attention sur le maire Davison, qui essayait désespérément de ramener le calme dans sa vente aux enchères. Lot numéro 28, a-t-il annoncé d'une voix tremblante. Un forfait spa d'un week-end pour 2 personnes. Les enchères se sont poursuivies pendant encore 1 heure, mais l'énergie avait changé. Les gens enchérissaient machinalement, leur attention focalisée sur le drame qui s'était joué entre les tables 6 et 12. Théo est resté affaissé sur sa chaise, buvant sans discontinuer et évitant le regard de tous ceux qui l'entouraient. Jenna avait totalement disparu, se cachant probablement dans les toilettes des femmes ou sur le parking. Maya et moi avons gardé notre sang-froid, enchérissant sur quelques articles supplémentaires tout en acceptant les félicitations et le soutien d'autres invités. Nous étions les victimes dans cette histoire. Les personnes innocentes. Lésées par ceux en qui elles avaient eu confiance. Nous méritions la compassion et l'admiration pour avoir géré notre trahison avec autant de dignité. Tu as été magnifique, a murmuré Maya pendant la dernière série d'enchères. Absolument magnifique. Toi aussi. On fait une bonne équipe. La meilleure. À 22 heures, le maire Davison a enfin mis un terme à la vente. Merci à tous pour votre généreux soutien à l'hôpital des enfants. L'événement de ce soir a permis de récolter plus de 40 000 $ pour les soins pédiatriques de notre communauté. Des applaudissements polis ont empli la salle pendant que les invités commençaient à rassembler leurs affaires pour partir. La soirée touchait à sa fin, mais l'histoire allait se prolonger pendant des semaines, débattue et analysée lors des dîners enfilés dans les cafés d'Edgewater. Théo a titubé vers la sortie, seul, et de toute évidence en état d'ébriété. Plusieurs personnes ont proposé de le raccompagner, mais il les a repoussés d'un geste de la main, insistant sur le fait qu'il était en état de conduire. Personne n'a insisté. Tout le monde voulait le voir partir avant qu'il ne cause un nouveau scandale. Jenna a émergé de la cachette où elle s'était réfugiée et a suivi Théo en direction du parking, en gardant une distance prudente. Ils ne se sont pas parlé, ils ne se sont même pas regardés, mais ils avançaient dans la même direction, comme des planètes prisonnières de l'attraction d'un soleil en train de s'effondrer. On devrait les suivre, a demandé Maya. Inutile. Ils vont s'autodétruire. Sans notre aide. Tu as probablement raison. Mais ça aurait pu être divertissant à regarder. J'ai regardé la salle de bal une dernière fois, le lieu de notre triomphe et de leur humiliation. 6 mois plus tôt, j'assistais à ce genre d'événement comme un marginal, le mari prolo qui n'avait pas vraiment sa place dans l'élite sociale d'Edgewater. Ce soir, j'avais été le centre de l'attention, le protagoniste du drame le plus fascinant de la soirée.
Prête à y aller, ai-je demandé à Maya. Plus que prête. Nous avons marché vers la sortie ensemble, bras dessus bras dessous, acceptant les derniers mots de soutien et d'encouragement des autres invités. Sur le parking, le voiturier a amené ma Mustang. Ses lignes classiques et le grondement de son moteur ont attiré des regards admiratifs de la part de personnes qui ne l'avaient probablement jamais remarqué auparavant. Votre carrosse vous attend, My Lady, ai-je dit en ouvrant la porte passager. Pour Maya. Eh bien, merci, gentil monsieur. Nous avons roulé dans les rues tranquilles d'Edgewater, passant devant les maisons où des personnes normales terminaient leur samedi soir normal. Le yacht club s'est éloigné dans mon rétroviseur, emportant avec lui la vie que j'avais menée avant de découvrir la trahison de ma femme. Et maintenant, on va où? A demandé Maya. Où on veut. Nous sommes libres. Libres de quoi? Libres d'eux. Libres de leurs mensonges, de leurs drames et de leurs pitoyables tentatives pour justifier leur trahison. J'ai tourné sur Riverside Drive, suivant le cours de la rivière en direction du centre-ville. Libre de construire quelque chose de meilleur. Ensemble. Je l'ai regardée. Cette femme qui m'avait aidé à détruire nos ennemis communs. Qui était restée à mes côtés pendant la période la plus difficile de ma vie. Belle, intelligente, impitoyable quand il le fallait, et loyale envers ceux qui méritaient sa loyauté. Si tu le veux, a-t-elle dit. Je le veux. Nous avons conduit dans un silence confortable. Deux survivants du même naufrage, filant vers ce qui nous attendait ensuite. Loin derrière nous, Jenna et Théo étaient probablement en train d'avoir leur propre conversation, essayant de comprendre comment reconstruire leur vie à partir des ruines de leur propre choix. Bonne chance avec ça. Je leur avais donné tout ce qu'ils prétendaient vouloir. La liberté d'échapper à leurs mariages ennuyeux, la liberté de fuir leurs conjoints incompétents, la liberté de vivre leur grande romance sans interférence. Maintenant, ils pouvaient découvrir le véritable prix de cette liberté. Et Maya et moi allions découvrir ce que nous pourrions bâtir sur les cendres de leur trahison. La route s'étendait devant nous, sombre et pleine de possibilités.